am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi... Aujourd'hui on est le 15 juin. Il est presque 14h et on va aller manger une poutine à Plan B parce qu'on continue après notre route vers Rimouski. Moi, Tu veux prendre quoi? moyen. Petit, alors. C'est petit, ouais. Toi, c'est petit. Casse-croûte Plan B dans la région du Bas-Saint-Laurent. Voilà, puis Nadine va nous expliquer comment on fait la poutine au Québec. Des frites, oui. Des frites maison en plus là. Maison, Ouais. dans la friteuse. Ensuite, on a le fromage ici en crotte. Au Québec, on disait du fromage en crotte ou en grès. C'est du fromage Frais. Du fromage frais. Voilà, Ouais. c'est du fromage Qui dure, frais cheddar, non? C'est du cheddar frais un peu? Ouais, c'est ça. Ouais. Qui dure pas très longtemps. D'accord, frais, oui, parce qu'il est frais. Et la sauce brune. Ça c'est bon ça. Sauce brune. C'est la sauce brune. C'est sauce Ah ouais, brune. super bon. Voilà. En tout cas, c'est très très bon la poutine. Je vous conseille vivement, si vous venez au Québec, il faut vraiment venir manger la poutine. Qui aime la poutine? Qui aime la poutine? Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discours, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins dans ta TV, faut... On est à Rimouski dans notre maison et moi j'adore la cuisine, du coup je cuisine aujourd'hui. Je vais vous faire des pâtes, champignons, brocolis. Car nous allons ce soir danser. L'équipage s'affaire à charger tout ce qui sera nécessaire au voyage. Même pour une mission dont la durée prévue est d'1 semaine, des provisions sont embarquées pour 2 mois et le plein de carburant est fait. Tout est planifié en considérant que la mission peut être prolongée n'importe quand et le navire doit être prêt. Le chargement d'un sous-marin est une opération complexe. Contrairement aux navires de surface, il n'y a pas d'ouverture donnant accès à la cale du navire. Tout ce qui doit être embarqué, provisions, équipements, bagages, doit être assez petit pour passer par les écoutilles et être transporté dans les étroites coursives, les corridors du navire. Tout a été pesé, même le bagage de l'équipage. Par la suite, le responsable du chargement décide de l'emplacement de chaque item, car l'équilibrage du navire est très important. S'il est trop lourd à l'avant ou l'arrière, le sous-marin aura tendance à s'enfoncer ou à remonter à mesure qu'il avance, et le timonier aura du mal à le maintenir à la profondeur voulue. D'ailleurs, afin de préserver cet équilibre, lorsque plusieurs hommes veulent se rendre d'une extrémité à l'autre du navire, ils doivent en obtenir la permission. On ne
utilise alors les réservoirs d'équilibrage situés à fond de cale. Ces derniers permettent de transférer une quantité d'eau égale au poids des hommes qui se déplacent. Rendez-vous maintenant au point 3. Le sous-marin navigue en surface ou en plongée. L'équipage doit jouer avec la flottabilité du navire. Pour ce faire, il utilise les ballastes. Ce sont des réservoirs qu'on peut remplir d'air ou d'eau et qui sont situés de chaque côté du sous-marin. Pour flotter et naviguer en surface, le navire doit avoir une flottabilité positive. Lorsque les ballastes sont remplis d'air, il est alors plus léger que la masse d'eau qu'il déplace et il flotte. Pour plonger, on chasse l'air des ballastes qui se remplissent alors d'eau. Le navire devient alors aussi lourd que la masse d'eau qu'il déplace. Il a une flottabilité neutre et demeure entre deux eaux. Le sous-marin ne doit pas être en état de flottabilité négative, car il coulerait et si la profondeur excède ses limites de plongée, il imploserait, c'est-à-dire qu'il s'écraserait sous la pression. Les ballastes sont munis d'ouvertures à leur base et de valves à leur sommet. Pour plonger, les valves sont ouvertes afin de chasser l'air et de faire entrer l'eau. Une fois les ballastes remplis, le sous-marin disparaît sous la surface. C'est en orientant les barres de plongée avant et arrière qu'en se déplaçant, le sous-marin ira à la profondeur désirée. Pour faire surface, de l'air est injecté dans les ballastes, ce qui chassera l'eau. Rendez-vous au point 4. Bon, là on rentre dans le sous-marin là. Vous êtes maintenant dans le compartiment arrière du sous-marin. Ici, plusieurs couchettes, une cloison et des armoires de Ça, c'est les rangement couchettes. décorées pour faire place aux visiteurs. L'Onondaga a 5 compartiments séparés par des portes étanches pouvant les isoler les uns des autres en cas d'avarie. En regardant vers l'arrière, vous apercevez l'emplacement de 2 tubes lance-torpilles. En effet, l'armement original des sous-marins de classe Oberon comportait 8 tubes lance-torpilles, soit 6 à l'avant et 2 à l'arrière. Il pouvait emporter jusqu'à 22 torpilles, dont 6 à l'arrière. Toutefois, il n'y en avait habituellement que quelques-unes d'embarquées. Les tubes arrière pouvaient ainsi servir à larguer des mines. Ils ont été démontés en 1990 pour faire place à un nouveau système de sonar qui utilisait un capteur fixé au bout d'un câble pouvant atteindre 1 km de long. Ce capteur, éloigné du navire, percevait les sons d'un angle très différent des capteurs placés sur la coque. Il permettait donc, par triangulation, de situer une cible avec beaucoup plus de précision. Les systèmes de commande du navire sont doublés ou triplés afin d'assurer la sécurité de l'équipage. Par exemple, le volant numéro 7, en face de vous quand vous regardez vers l'arrière, est la commande manuelle pour chasser l'air du ballast 7. À bâbord, derrière les rideaux sortis, vous avez les commandes manuelles du gouvernail et des barres de plongée. Les commandes manuelles servaient en cas de panne du système hydraulique et du système pneumatique. Elles étaient testées à chaque mission. Dans ce compartiment vivaient entre autres les ingénieurs électriciens et les mécaniciens. Comme dans les autres compartiments du navire, logeant des membres d'équipage, il y avait aussi dans ce secteur des représentants de chaque corps de métier. En cas de grave accident dans un compartiment, on s'assurait ainsi d'avoir les ressources compétentes pour opérer le navire. Rendez-vous maintenant au point 5. Regardez. Faut pas être trop grand, faut pas être trop gros. Là, celui qui doit dormir à terre, là. Ok, ici il y a encore des lits. Regardez les lits en bas là. Générateur d'oxygène. Ils sont vraiment tout petits. Générateur d'oxygène. Capteur de gaz. Mettez le point 5. On va mettre le point 5. Vous voici devant la première des 4 portes étanches que vous devrez traverser. Elle est ronde Déjà pour tous. résister à la pression. En effet, Genre ça c'est si une un porte. compartiment est inondé, la pression exercée sur la porte et le cloison étanche sera la même que celle exercée sur la coque. La tôle des cloisons étanches a d'ailleurs la même épaisseur que celle de la coque, soit 2,5 cm. À tribord, au-dessus de votre tête, se trouve l'une des 2 tours de sauvetage. Si une avarie majeure empêchait le sous-marin de faire surface et qu'il fallait l'abandonner, l'évacuation pouvait se faire à 2 endroits, ici et à l'avant.
À chacun de ces endroits, des combinaisons de survie, comme celle dans le coin des couchettes, sont stockées en nombre suffisant pour tous les membres d'équipage et même quelques passagers de dernière minute. Remarquez au plafond le tuyau d'air avec une série de prises rapides identifiées par une marque rouge. Une fois équipés de leur combinaison, les sous-mariniers devaient y brancher leur masque et on inondait le compartiment afin d'ouvrir l'écoutille pour sortir un à un. Si le sous-marin en détresse était repéré à temps, un petit sous-marin de secours pouvait s'arrimer à l'écoutille et remonter les hommes en plusieurs groupes. Dans ce cas, il n'était pas nécessaire d'utiliser les combinaisons de survie et d'inonder le compartiment. Passez la porte étanche en prenant garde à votre tête et rendez-vous au point numéro 6. Oh, ça fait peur là, les combinaisons de survie. Elles font peur. Vas-y, on passe. T'as le phare. Ah merde, c'est pas grave. Maintenant dans le secteur électrique. Sous vos pieds se trouvent les deux moteurs électriques de 3000 chevaux chacun qui actionnaient les hélices. Ils permettaient une vitesse maximum de 12 nœuds en surface et de 17,5 nœuds en plongée. Vous avez dans cet espace la majorité des contrôles et des cadrans qui permettaient de gérer la vitesse du navire et sa consommation électrique. Sur le panneau avant, remarquez le transmetteur d'ordre de chaque moteur. Port pour bâbord et starboard pour tribord. En dessous de chacun se trouve la manette de contrôle de direction, astern pour arrière et ahead pour avant. Vers le milieu, vous avez les rhéostats permettant d'augmenter ou diminuer la vitesse en modifiant le voltage. Naviguer à une vitesse maximum en plongée épuise les batteries très rapidement. Ce type de navigation ne peut donc être utilisé que pour un laps de temps très court. En patrouille, la vitesse de croisière habituelle était de 4 à 5 nœuds. Non seulement cela permettait de ménager les batteries, mais aussi de faire en sorte que le sous-marin demeure parfaitement silencieux. En effet, à 6 nœuds, les hélices commencent à produire des cavitations, c'est-à-dire des bulles qui éclatent sous la pression, produisant un son caractéristique perceptible par les sonars. Pour effectuer un long trajet, le navire se déplaçait en surface en immersion périscopique. Il était alors possible de faire fonctionner les diesels qui rechargeaient les batteries en permanence et maintenir ainsi une vitesse de croisière de 12 nœuds pendant de longues périodes. Ce n'est qu'au milieu de la Deuxième Guerre mondiale que les Allemands vont fabriquer des sous-marins ayant une vitesse plus grande en plongée qu'en surface. Ils vont aussi généraliser l'utilisation du schnorkel. Ce système est composé d'un tube qui permet d'aspirer l'air frais nécessaire au fonctionnement des moteurs diesel et d'un autre qui évacue les gaz d'échappement. Remarquez les masques respiratoires accrochés au plafond. Il y en avait à tous les endroits stratégiques où les hommes devaient rester à leur poste, même en cas d'incendie. Rendez-vous maintenant au point 7. On vend une partie. Ah non, mais c'est plus de pas de tension. Se retrouver là-dedans. Vous voici maintenant dans la salle des moteurs diesel. Tout près de vous, de chaque côté de l'allée centrale, vous pouvez voir les deux génératrices reliées directement au moteur diesel. Ces derniers ne servent qu'à faire fonctionner les génératrices qui, à leur tour, rechargent les deux batteries de 110 tonnes chacune. La puissance de chacun de ces ensembles diesel et génératrices est comparable à celle développée par une locomotive. Dans ce compartiment, on peut constater la grande variété des valves utilisées dans le sous-marin. Il y en a plus de 6000 à bord et chaque sous-marinier devait connaître leur utilisation. Regardez autour de vous et vous en verrez plusieurs de formes ou de tailles différentes. Chaque forme correspond à un circuit particulier. L'air, l'huile, l'eau douce ou l'eau salée. En cas d'incendie, la visibilité devient nulle due à la fumée. C'est pourquoi la forme des valves est si importante pour les identifier. Elles sont difficiles d'accès en raison de la grande quantité d'équipements
souvent installés dans un espace aussi restreint. Plusieurs sont même difficiles à voir, alors imaginez vous contorsionner par une chaleur de plus de 40 degrés Celsius pour aller les manipuler. Lorsque les moteurs fonctionnaient, le bruit était tel qu'il était obligatoire de porter des coquilles acoustiques comme celles que vous voyez accrochées. Elles servaient aussi d'écouteurs puisqu'il fallait rester en contact avec le reste du navire. Les ordres devaient être exécutés rapidement. Une communication efficace était donc essentielle. Près de la génératrice bâbord, on voit un établi et un étau. Malgré le peu d'espace, il fallait se débrouiller pour faire l'entretien et la réparation des moteurs, ce qui impliquait parfois le démontage de pièces récalcitrantes. Rendez-vous au point 8. C'est les moteurs? Le moteur tout ça, c'est le moteur diesel qui fait fonctionner la génératrice. La Qui recharge les génératrice batteries. qui recharge les batteries. C'est comme notre bateau, quoi. Notre moteur recharge les batteries. Elle prend 8, 3, 2, 1. Attends. Le standard numéroté développait près de 4000 chevaux chacun. La consommation était importante et quand le Nondaga quittait le quai, ses réservoirs situés dans les ballastes contenaient 380 000 litres de carburant, soit un poids d'environ 315 tonnes. Pour que le sous-marin ne perde pas de poids et se déséquilibre à mesure qu'il consomme son carburant, ce dernier était remplacé par de l'eau de mer. Le diesel étant plus léger, il flotte sur l'eau et ne se mélange pas. Néanmoins, pour éviter tout risque de contamination du carburant, ce dernier était purifié à l'aide d'une centrifugeuse, aussi appelée séparateur, avant de l'envoyer au moteur. Cet appareil est situé à tribord, à côté de l'échelle du trou de serpent. Cette échelle permet d'accéder à la base des moteurs à condition d'y ramper comme un serpent. Elle donne aussi accès à l'unité de production d'eau douce et au compresseur qui permettait de remplir les réservoirs d'air comprimé dès que le navire faisait surface. À bâbord, au-dessus du tabouret, les valves vertes contrôlaient un circuit d'eau de mer relié à plusieurs réservoirs afin d'assurer l'équilibre du sous-marin. C'était un poste important et on y trouvait un homme de garde en permanence. Rendez-vous maintenant au poste 9, de l'autre côté de la porte étanche et surtout, attention à votre tête. Donc l'eau est plus... J'adresse là, attends. L'eau et le gasoil. Jade. C'est quoi qui est plus lourd? C'est l'eau. Le gasoil est plus léger que l'eau. Donc le gasoil monte. Le gasoil monte et l'eau descend, donc ils ne se mélangent pas entre eux, c'est comme l'huile et l'eau. La centrifugeuse pour éviter de contaminer le gasoil. Donc on fait la différence entre l'eau de mer et L'étoile, la douche. Attendez, j'arrive pas. 3, 2. Non, On date Ouais, mais attends, je passe. 3, 2, 1, go. Ces deux gros moteurs diesel de marque Skoda. Vous voici maintenant dans le compartiment de contrôle. L'éclairage rouge. Ça, c'est la douche. Ce compartiment est le seul permettant d'avoir une vue sur l'extérieur, soit du poste de vigie situé dans le kiosque, si le navire est en surface, soit par les périscopes. Si la nuit, il avait fait très clair dans ce compartiment, l'œil aurait mis du temps à s'adapter à la faible La taille de la douche. extérieure. L'éclairage rouge, moins puissant que le blanc, permet d'éliminer cet inconvénient. De chaque côté de la coursive se trouvent les douches. Elles pouvaient aussi servir de chambre noire pour développer les photos prises au périscope ou d'entrepôt pour les habits de plongée. À tribord, vous avez le tuyau d'incendie à double agent d'extinction, la mousse ou la poudre selon la nature du feu. Situé au milieu du sous-marin, il est assez long pour atteindre l'avant ou l'arrière du navire. Au plancher se trouve la trappe permettant de se rendre au congélateur. Vous avez à bâbord l'échelle qui donne accès à la chambre froide et à la salle des opérations. Cette dernière, située sous la salle de contrôle, regroupait entre autres le gyrocompas et le bureau des opérateurs radars. S'y retrouvent aussi les appareils qui enregistraient toutes les transmissions, ainsi que toutes les images prises par les périscopes. Rendez-vous maintenant Ça, c'est le sonar, je pense. La radio, il communique
et forcer la mise en forme le sous-marin. Pour ça, il y a une porte pour absolument pas faire de bruit. Ça, c'est quoi? C'est le communication par radio et pour repérer Ça les dit sons. radio. Salle de radio. Mais faut refermer ou pas? C'était ouvert? Non, c'est ouvert. Non, c'est ouvert. La taille des toilettes. Ok. Encore une toilette. Une toilette. Cabine du commandant. Comment tu sais? Va se marquer. Ici, cabine du commandant. Ensuite, numéro 10. On va appuyer sur le 10. Vous êtes maintenant dans la salle de contrôle, le centre de commandement du sous-marin. Ouais. C'est ici que Zéro. se prenaient toutes les décisions techniques 1-0. et tactiques permettant à l'équipage de remplir sa mission. En situation de combat, 20 personnes travaillaient ici, ce qui demandait une discipline rigoureuse et une concentration à toute épreuve. À tribord, vous pouvez voir le périscope de recherche, le plus puissant des deux périscopes de l'Onondaga. Durant une immersion périscopique, un officier est toujours de quart au périscope pour surveiller l'horizon et le ciel à la recherche de navires ou d'avions susceptibles de repérer le sous-marin. Il est assis là-dessus. Juste à côté se trouve le périscope d'attaque. Moins puissant que le périscope de recherche, il est plus long et sa tige est plus fine. Tu vois grand-chose? Discret à la surface. Toutefois, malgré sa discrétion, on ne sort ce périscope que 15 secondes à la fois afin de ne pas se faire repérer. Seul le commandant l'utilise. Il sert à suivre les mouvements de la cible et à confirmer son cap et sa position. Cette information visuelle, combinée à celle des sonars, permettait d'actualiser le trajet de la cible. Rendez-vous maintenant au point pause. Tu vois le phare? Oui. Attendez. Attendez. J'essaye de... Oui. Pas de la carte. Wow. Elle monte la carte. Tac. Ça c'est quoi? L'écran de navigation. L'écran de navigation. Hop, on va taper. Vous avez devant vous les écrans sonars. Si en plongée le sous-marin est aveugle, il peut se permettre d'être sourd. Mais quand vous Le êtes, sonar vous sur ses oreilles. descendez. Le sonar a été inventé par des scientifiques français durant la Première Guerre mondiale pour détecter la présence des sous-marins allemands. Ceux-ci constituaient alors un danger très important pour les navires alliés. Le fonctionnement du sonar est basé sur la réflexion acoustique dans l'eau. C'est un dispositif de détection, d'écoute et de communication sous-marine analogue au radar. Tout ce qui se déplace sur l'eau et sous l'eau a une signature sonore qui lui est propre. La tâche très spécialisée des opérateurs sonars est d'identifier ces signatures. Ils doivent garder en mémoire une quantité étonnante de sons et leur représentation graphique. Les informations transmises par les sonars vont influencer énormément les décisions tactiques du sous-marin. On évitera de remonter en immersion périscopique si un navire est dans les environs immédiats, surtout s'il est susceptible d'être un ennemi. Savoir qu'on navigue dans les parages d'un chalutier ou d'un cuirassé n'incitera pas à la même prudence. Rendez-vous maintenant au point 12, dans la coursive, vers l'avant. On passe, je sais pas où, on va aller dans le 12. L'équipage du sous-marin se composait d'un commandant, de 7 officiers, 20 mètres et une quarantaine de matelots. Voici le carré des officiers. Cette pièce servait aussi de salle de réunion quotidienne et parfois de salon VIP, ce qui explique la présence d'un bar. 7 officiers y avaient leur couchette. Après le carré des officiers, il y a le coin infirmerie où dormaient l'infirmier et le steward. Une couchette est aussi disponible pour un éventuel blessé ou malade. Le steward était au service des officiers et du commandant. C'est lui qui s'occupait de servir leur repas et de laver leur vaisselle, contrairement au reste de l'équipage. Sur la paroi bâbord, il y a une série de valves. Elles contrôlent l'eau des 5 unités d'air comprimé du navire.
L'air comprimé servait à différents usages, dont, bien sûr, remplir les ballasts d'air afin de faire surface. Juste avant la porte étanche, à travers, il y a 2 couchettes. Celle du haut était occupée par un ingénieur mécanicien et celle du bas par le capitaine d'armes. Le poste de capitaine d'armes était tenu par un premier maître seconde classe ayant une grande expérience du sous-marin. C'était à lui de distribuer les quarts de travail et de veiller à la discipline. Ces 2 tâches ne sont pas les plus populaires. Les hommes surnommaient ce coin le goat shed, l'abri de la chèvre. Peut-être à cause du mauvais caractère qu'on prête à cette époque. Allez au point 13, de l'autre côté de la porte étanche. 3 cuisiniers se relayaient 70 hommes de nourriture variée et équilibrée. C'était un défi constant. Pour compliquer encore leur tâche, ils devaient être le plus silencieux possible. Un chaudron frappé sur le comptoir produit un bruit qui se transmet à la coque et voyagera très loin sous l'eau. Les réserves de nourriture sont situées à différents endroits du navire, mais toujours au pont inférieur. La trappe ronde à vos pieds donne accès à la réserve de nourriture sèche. Pour chaque repas, le cuisinier devait donc aller chercher les denrées nécessaires, dispersées un peu partout dans le navire. 3 repas par jour étaient servis, en plus des collations. Les repas étaient l'un des repères concrets pour garder la notion du temps, car à l'exception de l'éclairage dans la salle de contrôle, il n'y avait aucune indication de jour et de nuit à bord. Les hommes travaillaient 10 heures par jour, soit 2 quarts de 4 heures et 1 de 2 heures. Cette méthode entraînait un décalage d'une journée à l'autre. L'horaire des hommes changeait donc constamment, y compris leur période de sommeil. De cette manière, tous les hommes étaient au même niveau de fatigue, assurant ainsi l'équilibre au niveau de leur performance et facilitant aussi leur bonne entente. La seule constante dans cette affaire particulier est l'heure des repas. À bâbord se trouve l'éjecteur de déchets. Ces derniers étaient et par la suite expulsés. Les sacs devaient peser environ 15 kg pour assurer le bon fonctionnement du système et faire en sorte qu'ils ne remontent pas à la surface. Cette opération devait s'effectuer à faible profondeur car une pression extérieure trop forte empêchait l'expulsion des sacs. Rendez-vous maintenant au point 14. Voici le carré des maîtres. On y trouve 9 couchettes. Comme il y avait 20 maîtres à bord, c'est donc dire que 11 d'entre eux dormaient ailleurs. Après 8 à 10 ans dans la marine, un matelot qui a appris un métier et gravi les échelons peut devenir maître. Contrairement aux officiers, les maîtres font souvent une grande partie de leur carrière comme sous-mariniers. Cependant, la vie dans un sous-marin est difficile et une carrière de sous-marinier dépasse rarement 15 ans. C'est pourquoi il y avait très peu d'hommes de plus de 35 ans dans l'équipage. Dans la coursive, à tribord, se trouve l'échelle de l'écoutille principale. C'est généralement par là que l'équipage entrait et sortait du sous-marin. Les briques de métal sur le mur servaient à accrocher un générateur d'oxygène portatif. Rendez-vous au point 15. Le micro-ondes. Il y a encore des couchettes. Encore des couchettes. Encore des couchettes. On va mettre le point 15. Vous voici dans le carré des matelots. Il faut traverser ce carré pour avoir accès à l'avant du sous-marin. C'était donc un endroit plutôt passant, mais les hommes s'y habituaient et une fois le rideau de leur couchette fermé, ils réussissaient à dormir. Des 3 couchettes superposées, la plus appréciée était celle du bas. Celle du haut offre moins d'espace, due à la courbe de la cloison, et celle du milieu sert de marchepied pour celle du haut. Dans la couchette du bas, le matelot est plus tranquille. Parmi ceux qui logeaient ici se trouvaient les apprentis sous-mariniers. Ainsi, lorsqu'ils étudiaient durant leur temps libre, ils pouvaient profiter de l'aide de collègues plus expérimentés afin de parfaire leur apprentissage. Parmi les facteurs de stress les plus importants pour les recrues à leur première plongée, il y avait les craquements émis par la coque lorsque le sous-marin s'enfonçait de plus en plus profondément. En effet, la coque se déforme légèrement afin de s'adapter à la pression. Même en sachant que ce phénomène est normal, ces claquements secs dans l'univers silencieux du navire sont toujours inquiétants. Remarquez les panneaux sous la couchette derrière la table. Il s'agit de casiers individuels.
Il y en a dans tous les espaces disponibles, car chaque membre d'équipage avait le sien. Il y rangeait ses effets personnels et ses vêtements de rechange. Mon Dieu, que je me Dans réunis l'univers confiné du sous-marin, l'odeur du diesel imprégnait tout, même la peau des hommes. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le sous-marin allemand débarqua un espion en Gaspésie. Il fut arrêté 24 heures plus tard à bord d'un train, trahi auparavant par son commandeur qui confirma les soupçons à son égard. Dormir sans être collé. Remarquez à bâbord la trappe carrée au plancher. Elle donne accès aux batteries. Une fois ouverte, un espace de 50 cm de haut permet à un homme de s'y glisser toutes les 3 heures pour vérifier le niveau d'électrolyte des batteries. Rendez-vous maintenant au point 16, maintenant dans la partie armée du sous-marin. Vous voyez à tribord une torpille MK-48. Elle pèse plus d'1,5 tonne. Sa vitesse atteint 50 km/h et sa portée est de 8 km. La torpille MK-48 a une charge explosive de 300 kg, suffisamment puissante pour couler un navire. Au-dessus de votre tête, vers l'arrière, se trouve l'écoutille de chargement des torpilles dont le plan incliné permettait de les faire glisser sur leur berceau. Une poutre transversale au plafond de la salle permettait de déplacer le treuil à chaîne qui soutenait la torpille pendant la manœuvre. Les berceaux tribord sont dans leur état original. Les berceaux bâbord ont quant à eux été amputés de nombreux éléments et un plancher y a été construit afin de faciliter la circulation des visiteurs. En charge maximale, l'Onondaga pouvait transporter 16 torpilles, 2 en haut, 3 au milieu et 3 en bas pour chaque berceau. En général, 6 torpilles étaient emportées, soit 4 torpilles d'exercice et 2 à charge réelle, ce qui laissait de la place pour installer des couchettes supplémentaires. On y rangeait aussi les 2 canots démontables des commandos. Pour les larguer, le sous-marin faisait surface et les canots étaient sortis par l'écoutille de chargement des torpilles. Une fois les commandos à bord du canot, le navire plongeait en immersion périscopique et les canots accrochés au périscope étaient remorqués le plus près possible de la côte. Ils terminaient le trajet à la rame afin de pouvoir débarquer discrètement sur les conditions. Point 17. Le dernier. Au-dessus de vous se trouve la tour de sauvetage avant. Comme dans le sous-bâtiment arrière, on stockait ici des vêtements de survie pour tout l'équipage. Plusieurs d'entre eux sont présentés dans leur emballage très compact sous la torpille. Contrairement à la tour arrière, celle-ci est un sas. Elle pourrait donc être utilisée sans avoir à inonder le compartiment. C'est une tour d'évacuation un homme à la fois. Le compartiment reste au sec, mais le processus d'évacuation est plus long. La tour arrière est appelée tour d'évacuation de compartiment. Lorsque celui-ci est inondé, il est par le fait même condamné et l'équipage doit en sortir le plus rapidement possible. Si le sous-marin est dans une position adéquate, on peut arrimer à la tour de sauvetage avant et arrière un sous-marin de secours permettant de remonter plusieurs hommes à la fois. Tout à l'avant se trouvent les 6 tubes lance-torpilles. En regardant à tribord, vous constaterez que chaque étage des berceaux est exactement au niveau d'un des tubes. Ainsi, pour le chargement d'une torpille, il suffisait de l'amener vis-à-vis du tube et de la pousser à l'intérieur. Le tube n'est chargé qu'au moment de l'attaque seulement, pour éviter un tir accidentel. Une fois la torpille chargée, elle était reliée au fil de guidage. Le tube était refermé et inondé en ouvrant sa porte extérieure. Le tir s'effectuait de la salle de contrôle. Le métier de sous-marinier est dangereux et difficile, mais c'est un défi que les marins sont fiers de relever. Ceci termine votre visite. Nous espérons que celle-ci vous aura permis de mieux comprendre cet univers mystérieux dans lequel évoluent les sous-mariniers. Nous vous souhaitons un bon séjour chez nous et surtout, n'oubliez pas de
Et notre entrée qui arrive. Merci. Bon appétit. Merci. Ça, c'est les éperlants. Is it good? Faites ça beau, mais la meilleure manière de le manger, c'est vraiment... Tu le prends sans la fourchette. Avec les mains. Hier, on avait fait le sous-marin et aujourd'hui, on va faire le musée historique de Rimouski. Donc, c'est parti. Alors, on a acheté nos billets. Tu vois rien? Ok, bon, alors, regardez l'encre, déjà. Ok. Dans une salle de projection qui va nous expliquer un peu l'histoire. C'est avec regret que nous avons appris le décès de Lady Annie Shannon Kane, baronne de Mount Stephen, survenue à Londres le 10 avril dernier. La baronne était l'épouse de Lord Mount Stephen, fondateur et premier président de Canadian Pacific Railway, la plus importante compagnie de transport maritime et ferroviaire au monde. Passionné de pêche au saumon, Lord Stephen était auparavant propriétaire du célèbre club de pêche Matamacha à Cosatka. Pointe-au-Père accueille désormais la station officielle des pilotes du Saint-Laurent pour le secteur Rimouski-Québec.
L'avancée de la pointe dans le fleuve et la construction récente d'un quai de 800 pieds ont fait de ce petit village le premier contact des immigrants avec l'Amérique. Qu'en as-tu pensé? Très bien. C'était très bien. C'était très bien. Et en fait, quand ils montraient le feu et tout, il y avait genre des projecteurs sur nous et il faisait chaud. Et quand ils montraient l'eau, genre la mer, les vagues et tout, il faisait froid. Et après, dès qu'ils montraient le brouillard, il y avait comme de la fumée sur nous. C'était trop stylé. Le bateau qui est rentré dans l'autre bateau, qui l'a fait couler. Ça fait une brèche de 14 mètres de hauteur sur 4 mètres 4 de large. Et ouais, voilà. Regardez. Résultat de notre petite visite. Ah bah c'était cool. Ah, c'était cool. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Le quai. Le fleuve Saint-Laurent a longtemps été la principale voie de communication au Canada. Jusqu'à l'événement de la Deuxième Guerre mondiale, la présence d'un quai dans une municipalité de l'estuaire, telle que Sainte-Flavie, constitue un élément important dans l'économie locale. Tout le monde utilise le quai de Sainte-Flavie. Des bateaux y accostent et de jeunes pêcheurs viennent y taquiner les perlans, un poisson toujours fort populaire auprès des pêcheurs de la région. Alors ici, c'est réputé pour les poutines. Donc il y a toutes sortes de poutines. Il y a des poutines spéciales au homard ou au crabe. Donc je pense c'est ce que je vais essayer. Tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants.